messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Dépôt de bilan, dépression, divorce même, séparation aussi. C'est souvent la spirale infernale dans laquelle peuvent être entraînés plusieurs chefs d'entreprise. Alors pour reconstruire son crédit, ses finances personnelles après une faillite, oui parce qu'on parle de faillite ce soir, il n'y a pas de recette magique, nous disent des experts, mais il y a des pistes à explorer. On en parle ce soir, on va débattre autour du thème comment se reconstruire après une faillite. Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page et vous pourrez poster votre commentaire. Et les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Pourquoi pas. Alors, nous avons des cas d'école, on va dire, des témoignages ce soir. Joël Noumsi Tchoupé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là sur ce plateau ce soir. Merci, bonsoir Léonie. Oui, vous avez toujours votre sourire légendaire. Merci. Oui. Je suis obligée parce qu'il faut bien grimper les pentes. Et... Vous êtes obligé ou bien vous le faites parce que c'est vous en fait? Non, c'est moi en fait. Oui, oui. De sourire. Oui. En tout cas, moi j'aime ça. Et puis il y a Justine Nadège Photo, un autre qui est là ce soir aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie en fait. On parlera à cœur ouvert ce soir. Oui. Oui. C'est vrai que pour vous toutes les deux, on va réveiller des blessures, hein, des vieilles. Non, elles sont pas si vieilles que ça. On va réveiller des blessures, mais pour qu'on apprenne, il faut bien le faire. Hein. Okay. Merci d'être là, mesdames. Alors, et puis, c'est la surprise que je vous avais ce soir. Ce qu'on a fait, on a mis les petits plats dans les grands. Il a accepté d'être notre invité ce soir. Lui, c'est Roland Kouemen. Il est coach, il est formateur en leadership. C'était en 2010 le président mondial de la Jeune Chambre internationale. Il est le cofondateur de Go Ahead Africa, pour ceux qui suivent, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui suivent justement ces leaders dans le domaine. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs ONG, d'organisations non gouvernementales. Il est auteur donc de 3 livres. The Impact of One, sorti en 2018. Impactitude, Spirit Tome 1, sorti en 2020. Et puis Impactitude, Spirit Tome 2, sorti en 2022. Là, on est en décembre, on ne sait pas s'il y aura un tome 3 ou il va nous le dire. Il est notre invité ce soir, Roland Kouemen. Bonsoir et merci d'être là. Merci Aline de l'invitation, merci à Canal 2 International, merci à ces 2 grandes dames, parce qu'on n'est pas habitué, vous savez, la télévision, souvent ça vend les rêves. Et que chaque fois, c'est des belles histoires. Souvent on bluffe, souvent... Et là, on a 2 personnes qui ont accepté de témoigner, qui sont des expériences douloureuses. Et qu'ensemble, on verra comment on fait pour pouvoir rebondir. Donc, tu me donnes l'opportunité de remercier, et je l'ai dit en off, ces 2 grandes dames, parce que d'habitude, on a souvent honte de l'échec. On verra au cours de notre entretien que l'échec fait partie intégrale de la vie et que échouer n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est tirer des leçons de l'échec. Moi, j'aime ça, tirer des leçons de l'échec. Alors, voilà le décor qui est planté. N'hésitez pas, sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel, dans un S à Intime et un S à Conviction, vous défilez. Vous allez pouvoir poster votre commentaire. Alors, juste derrière la transition, on écoute le premier témoignage. On débute avec Justine Nadège. Il y a quelques années, donc, avec votre fiancé, votre époux, vous décidez de lancer une affaire, une boulangerie. Exactement. Ça fait combien d'années vous avez décidé de lancer votre projet?
Si la boulangerie existait encore, on devait être à la 14e année en fait. D'accord, donc vous deviez être à la 14e année. Donc ça fait à peu près, vous l'avez lancé en 2009. Oui. En 2009, d'accord. En 2009, on a mis les fours. Parce qu'avant ça, on avait la boutique, mais on n'avait pas encore les fours. Oui, vous aviez une boutique, oui. Vous vendiez quoi? Supermarché, mini supermarché en fait. On ne peut pas dire supermarché, mini supermarché. Oui. Et les fonds provenaient de vous, de votre mari? Nous deux en fait. Parce qu'à l'époque j'étais commercial. Voilà. Et lui, il était employé, il était boulanger, il est boulanger de profession en fait. Après, il a gardé les fonds, il a décidé de se lancer à son propre compte. Et à quel moment est-ce que vous décidez de rajouter la boulangerie à votre mini supermarché? Vous savez, généralement, quand on lance un business, on veut progresser. On a gardé des fonds, parce qu'il faisait des petites réunions en fait. Et puis, il y a une boulangerie en fait qui est tombée aussi en faillite. Avec les petits moyens qu'on avait, on a d'abord pris le four chez ce monsieur. Donc, au début, c'était pas coûteux. C'est après aussi qu'avec le temps, on a continué de travailler. On s'est offert encore un second four. Donc, on allait progressivement, en fait. Et vous avez décidé d'agrandir parce que vous dites que vous louez un local, enfin, une partie. Oui, justement, on quitte de boulangerie, on met d'abord les fours. Le mini supermarché, on met les fours. Après qu'on met le deuxième four, on agrandit la mini boulangerie pour mettre un supermarché. Là, on devient boulangerie, il y a un supermarché, il y a une usine de production à l'arrière. Oui, et qu'est-ce que vous produisez? Vous produisez environ combien de sacs de farine la journée? En journée, au départ, on était à 5 sacs, on avait un four. Et puis à la longue, on allait à 22 sacs. Et vous dites que vous étiez étant jeune, les minuteries nous venaient nous mettre presque 2000 à 1000 sacs au magasin. Je pense que c'est un peu ça qui était aussi un tic. Parce qu'étant au magasin, il y avait un peu de laisser aller avec les livreurs dans le versement aussi, en fait. Il faut expliquer, la minuterie, c'est ces entreprises qui viennent déposer de la farine. Oui. La farine. Qui produisent la farine. Qui produisent la farine. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, vous nous expliquez que vous avez pris un mauvais gestionnaire, un mauvais gestionnaire. Oui. Et en fait, ce n'est pas un mauvais gestionnaire. Je parle de mon directeur, en fait. Oui. Parce que vous savez que, étant jeune, il y a des expériences qu'on n'acquiert pas. On s'est lancé jeune dans l'entrepreneuriat et puis on s'est dit, bon, on est ensemble, on avait les jeunes. Il a pris un monsieur, il s'est dit, bon, il a mis la confiance. Mais tout part aussi de la mauvaise gestion de son directeur parce qu'il a donné trop de confiance au directeur. Donc il y a certains points sur lesquels je n'étais pas d'accord, mais quand je l'interpellais, il n'acceptait pas. Donc il croyait plus à son directeur qu'à ce que moi je disais en fait. Donc vous avez laissé passer beaucoup de fautes de gestion? Oui. Et je l'interpellais beaucoup aussi avec les données du comptable. Mais il validait toujours ce que le monsieur disait en fait. À quel moment ça a commencé à décliner? Vous savez, moi je viens de la région de l'Ouest Cameroun. Et généralement, quand un enfant commence un business comme ça, les grands frères, les tontons, ils introduisent dans les réunions, il faut garder l'argent, il faut garder l'argent. Il faisait une association avec son oncle qui était comme son mentor. Il économisait chaque mois de notre bénéfice 500 000. Parce que lui aussi, il avait l'idée d'ouvrir sa propre minuterie. L'oncle, après 20 mois, l'oncle a saisi l'argent jusqu'à aujourd'hui. On n'est jamais entré en possession. Donc déjà, ce tic-là, là, je peux dire que ça commençait à les déséquilibrer. Il ne croyait plus à son projet. Après ça, il y a son directeur, il avait donné la confiance et la gestion n'était pas bonne. On se rendait compte que si la minuterie vient vous verser 1000 sacs ou 2000 sacs, le moment de verser, il n'y a pas l'argent. Quand tu prends les fiches de livreur, vrai, ils sont endettés, mais si tu totalises même la totalité, ça n'atteint pas la somme que la minuterie vous réclame en fait. À quel moment est-ce que vous avez commencé à fermer peut-être soit le supermarché, à réduire la boutique qui était déjà grande? Ce qui se passe, moi je travaille avec mon mari, mais chacun avait son côté. Moi je gérais le supermarché, je gérais les filles. Lui gérait les gars et l'usine. La chute commence à l'arrière parce que c'est où il y a eu le désordre. Et quand il y a le désordre là-bas, il se rabat au supermarché. Il n'a plus assez d'argent. Ce qui fait que les versements du supermarché, je retourne plutôt pour acheter les sacs de farine. C'est où vous savez que dans le supermarché, les boîtes de conserve, on n'a pas grand-chose. Donc déjà, si vous commencez à piquer dans le capital,
les rayons se vident. Et quand les rayons ont commencé à se vider, c'est où le déclic a commencé en fait. On s'est rendu compte que ça n'allait pas vraiment. Et vous avez réalisé qu'il fallait réduire l'espace? Là, on n'a pas réalisé. C'est les moyens qu'il n'y avait plus. On payait un loyer de 350 000. Vous allez laisser un grand espace vide, vous ne vendez plus. Ça ne servait à rien. On a réduit. Et c'est quand on a réduit que j'ai compris que tout était fini. J'ai commencé à faire l'attention. J'allais à 21, je m'écoulais. Quand j'arrivais dans mon lieu de service, je m'écoulais. Je n'acceptais pas parce que tout ce que j'avais bâti, j'abandonnais mes enfants. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Les 2 derniers, je ne connaissais pas quand est-ce que l'enfant marchait. Parce que j'étais toujours dehors, j'étais dans mes affaires et tout. Ce sont les ménagères qui ont pris soin de mes enfants. Je voyais toute ma vie s'écouler. J'ai commencé à choper les maladies. J'ai pris les 2 dernières grossesses sans m'en rendre compte. J'avais un bébé de 3 mois à main, je suis tombée enceinte. C'est après plusieurs examens que mon cardiologue me dit non, il faut rentrer voir le gynécologue. Quand on va maintenant faire les examens, le gynécologue me dit je suis enceinte de 4 mois. Et en ce moment, c'était vraiment le déclic. Parce qu'on n'arrivait plus à joindre les 2 bouts. Donc on venait de réduire, il n'y avait même plus l'argent pour payer le loyer. Bon, Dieu merci, bon, comme on avait déjà mis long avec le bailleur, bon, parfois on tapait les murs, parfois il envoyait les huissiers, on essayait de jongler. Mais ce n'était pas facile. Vous avez fermé complètement? Là, présentement, on a fermé complètement, ça fait exactement 2 ans. Et le jour où vous avez fermé, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fermiez les portes? Vous dites que tout le monde, on ne veut plus personne. En fait, j'aimerais rappeler que 2 ans avant qu'on ne ferme, vous savez, quand vous avez l'amour pour quelque chose, en fait, je n'acceptais pas que c'est fini. Il y a le technicien qui est venu avec monsieur, il nous a proposé une somme que si on avait accepté en ce moment, on ne devait pas être dans ce pétrin. Mais j'avais cette idée que j'ai commencé mon business, je ne vais pas le stopper. Oui. J'avais tellement l'amour pour ça, je me suis dit, bon, j'ai trouvé mon mari dans un truc, bon, le laisser, ça serait comme si je suis venue avec une malédiction dans son business. Je n'acceptais pas en fait. Donc, le déclic vient à ce niveau-ci là. Mais un jour, quand j'arrive au supermarché, comme j'étais tout dans la dépression et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis écoulée. Ce sont les voisins qui m'ont portée et je me suis retrouvée à l'hôpital. À l'hôpital, maintenant, j'étais à 21 de tension. Mon cardiologue m'a demandé de faire attention, qu'est-ce qui me dérange. Et je pense que ce soir, quand je suis rentrée, j'ai dit que je ne suis pas plus là-bas. Oui, c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller là-bas. Alors, quand vous fermez, c'est la dégringolade, même si le plan de la famille, les personnes que vous hébergiez, tout le monde part, vous vous retrouvez avec vos enfants en bas âge, il faut s'en occuper, il n'y a plus personne, puisqu'il n'y a plus d'argent. Je vous remercie pour ce point, parce que j'aimerais interpeller beaucoup d'entrepreneurs, en fait, tous ceux-là qui décident de se lancer. En fait, quand tu décides de te lancer, il faut éloigner la famille. Parce que je me dis aussi parfois, c'est la famille qui nous met les pics. Parce que quand vous êtes là, vous êtes lourd, vous avez assez de moyens, c'est tout le monde qui court après vous. Donc à ce moment-là, oui. Oui, quand moi je tournais, quand j'étais en activité, moi je ne pouvais pas rester sur moi comme ça. À tout moment, on frappe à la porte, au lieu de service, on te cherche. Maintenant, moi je ne sais pas si j'ai d'amis, si j'ai un membre de famille. Donc tout le monde que vous avez, tout le monde est parti? Tout le monde est parti, sincèrement, tout le monde est parti. Et vous avez fait quoi des enfants? Non, moi, en fait, comme je ne travaillais plus, je suis à la maison avec mes enfants. Maintenant, je me forme juste en ligne, je fais des petites formations. Et votre mari, il a dû aller jusqu'à faire la moto? Là, il était obligé de faire la moto parce que après, là, on a fermé. Je me suis retrouvée avec 2 maternités très proches et il n'avait plus d'argent. Il était obligé de prendre la moto qu'on livrait les pions avec pour aller faire les 100 francs, pour nous donner à manger, pour payer le loyer. Je pense que c'est facile à Douala. J'ai un loyer avec une femme, 4 enfants. C'est pas facile. Il avait 26 employés à oui, son à l'époque, il avait 26 employés. Il a géré combien de familles, il s'est retrouvé au plus bas niveau. Il y a un soir, il est rentré, il faisait la moto, il avait un de ses employés. L'employé lui dit, boss, bonsoir. Quand il s'est retourné, il a démarré la moto, il est rentré. Ce soir, j'ai vu comment il était abattu. Donc, vraiment, l'échec, en fait, ça fait mal. Oui. Mais il faut vraiment une ceinture pour se relever. Alors, on va prendre le premier diagnostic, premier G, par rapport à l'histoire que vous venez d'écouter, Roland Kouemen. Déjà, félicitations et merci d'être pour ce témoignage poignant, mais aussi authentique et vrai. Alors, on se rend compte, elle a dit quelque chose d'assez intéressant, la famille.
Alors, c'était une entreprise formelle, ça devient intéressant. Quand on parle de la faillite pour leur cas, est-ce que vous avez eu à déclarer, c'est-à-dire, puisque c'est une entreprise qui était formelle, non? C'est-à-dire qu'il y avait patente, registre de commerce, est-ce que ça a été déclaré? La faillite? Oui, cette faillite-là, ça fait 2 ans. C'est parce que Madame Alim, elle est un peu bref. Oui, elle a demandé quoi? Oui, parce que je voulais vous rappeler que c'est moi qui pose les questions. Il faut aussi attirer l'attention. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, je peux dire l'impôt, l'État. Mais est-ce que vous avez déclaré la faillite? Justement, on n'a fait pas. C'est pas moi qui devais aller déclarer parce que j'avais un fiscaliste, j'avais un bureau de comptabilité. Il devait être chargé de tout ça. Présentement, j'appelle mon comptable, il ne prend pas l'appel. Ok. D'accord. Bon, comme on a voulu aussi que l'émission soit pédagogique, donc en réalité, il faut déclarer la faillite. Il faut que. Alors, parce qu'en réalité, l'autre mot technique, c'est vous êtes en cessation de paiement. C'est-à-dire, vous ne pouviez plus payer les salaires, vous ne pouvez pas payer les fournisseurs, vous ne pouvez pas payer le bailleur, vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire qu'entre les revenus et tout ce qui est comme dette et les charges, en réalité, les dettes sont énormes. Que même si, vous l'avez dit, que vous avez tenu, regardé les cahiers et tout, même si on vendait tout. Alors, moi, je pense que la première leçon qu'il faut tirer, c'est que tous ceux qui sont en couple et qui font le business, il faut vraiment écouter nos épouses. La femme a ce qu'on appelle l'intuition, le fameux 6e sens. Et je suis sûr que, et je le dis parce que j'encourage beaucoup d'entrepreneurs à vite se responsabiliser, qui était votre cas. Donc en réalité, c'est une bénédiction, le fait que vous soyez là. Maintenant, l'homme n'a pas beaucoup écouté, alors que vous aviez l'intuition qu'il y a autre chose, c'est de mettre un système de gestion. Parce qu'il y a 2 facteurs en matière de faillite. Il y a des facteurs exogènes. Donc, et pour votre cas, on ne voit pas trop ce qui était l'extérieur. Il n'y a pas eu une grosse crise, il n'y a pas eu des intempéries, il n'y a pas eu d'incendie. Donc, c'est vraiment beaucoup plus interne. Donc, c'est la rigueur dans la gestion, la croissance peut-être très rapide. Parce que, vous voyez, quand les gens sont costauds, ce n'est pas forcément qu'on est en bonne santé. Donc, le poids, c'est-à-dire, et je veux mettre maintenant en business, le fait il faut faire attention à la croissance si ce n'est pas bien maîtrisé. Et enfin, on se rend compte aussi qu'il y avait quand même, au niveau de la gestion, il n'y a pas eu beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, si on ferme les tontines, vous avez vu, il faut qu'elles soient documentées. Parce que même si c'est le tonton, même si c'est la famille, c'est toujours intéressant de documenter. On voit que ça fait quand même 500 000 fois 20 mois, c'est énorme en termes d'épargne qui disparaissent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et le tonton dit, bon voilà, moi je ne vous connais pas, vous allez au tribunal, tout, ça va pas. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement très moderne, il faut intégrer les outils modernes dans le management. La tontine c'est bien, mais ça doit être, il faut faire attention. Donc voilà ce que je peux dire. Sauf s'il y avait peut-être d'autres questions spécifiques. Donc on va les poser, oui. Okay. Le temps d'écouter peut-être la deuxième, histoire, le deuxième témoignage avec vous, Joël. C'était un coup de dur, c'était l'année, il y a combien d'années? C'était enfin à la séparation de 2021 pour aller en 2022. Voilà. Vous avez une série, le mois de l'horreur, on va dire. Hein, les mois de l'horreur. Le mois de l'horreur de janvier à mars, en fait. Voilà, les mois de l'horreur chez vous. Il y a eu la perte de votre médecin de fille. Je tiens à le préciser parce que médecin de fille, c'est un produit fini. Hein. Après, il y a eu le décès de votre grand-mère. Après, il y a eu l'apothéose, hein, le dégapissement. Rapide. Oui. Vous aviez un bar. Un bac. Un bac. Un bac. Qu'est-ce que c'est un bac? Un bac, c'est-à-dire une construction pour l'élevage des poissons, qui sont la pisciculture. Très bien. Donc, je faisais 2 styles de poissons qu'on les fait généralement au Cameroun, qui est poisson-chat, généralement appelé la cellule et les capes. Voilà. Donc, vous produisez quelle quantité? Je produisais en moyenne 9000 m3 par chaque 4 mois. C'est beaucoup. Ouais, oui, 9 m3. Et vous aviez de l'espace où vous réalisez tout cela? J'avais 1500 m². Intéressant. J'avais 1500 m². Ouais. Donc, 1500 m², j'ai carrément fait la maison en arrière. J'ai fait le bac au centre de la cour et j'ai fait des chambres à l'extérieur. Donc, juste au niveau de la limite, quoi, pour mettre des gens, pour que le milieu ne soit pas trop vide, quoi, pour qu'il y ait plus d'espace pour tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit poulet, en termes d'activité, en fait.
bah dis donc, je suis un peu, je suis sûre. Voilà, donc après, lorsque vous avez été déguerpi, tout a été saccagé, il y avait des poissons encore qui étaient là? Oui, tout a été perdu, j'ai perdu tout d'un coup en un seul jour. Il n'y a même pas moyen d'enlever. Perdu complètement en un seul jour. On parle de combien à peu près? Je ne sais pas si je peux estimer. Je ne sais vraiment pas si je peux estimer. Une production comme celle-là, oui. Avec et les charges, oui, on est à combien à peu près? Bon, j'étais déjà à 3 mois, 4 semaines d'élevage de poissons en fait. Donc ce qui fait que les poissons avaient entre 450 grammes et 600 grammes. Puisqu'on les prend les petits, les alevins, quand ils sont petits, on les nourrit et plus ils grandissent, plus vous changez d'environnement, quoi. Effectivement. Donc vous étiez à peu près à combien si vous évaluez avec les charges des employés et tout ça? Avec les charges des employés, si on veut estimer en termes d'argent, j'étais pratiquement à 8 à 10 millions. Et bah, le jour où vous étiez devant vos poissons en train d'être... il est vrai que lorsqu'on détruisait ma maison, j'étais restée debout. Lorsque ça descendait, je descendais avec. Comme vous voyez là. Mais quand je me suis relevée, j'ai dit bon, je pense qu'il est temps de rentrer et d'aller là où je peux aller. Je suis allée dans un hangar où on a vécu plus de 2 mois. J'étais mordu par un serpent, où on vivait dans un hangar tout vide, où là, les enfants, chacun montait son moustiquet. C'est important de rappeler que ces hangars, c'était sans les murs. Non, sans les murs, sans murs. Donc il y avait juste la tôle au-dessus et vous étiez à l'air libre. Véhiculé que vous étiez... J'étais obligée de vendre même en fait, parce que je voulais même rien garder. J'étais obligée de vendre pour essayer de voir comment m'occuper des enfants et tout. Et le transport quittant de là où on était pour se retrouver à Bonabéry, qui n'est pas facile aussi pour les enfants, y compris les universitaires et tout. Et vous avez dormi pendant 2 je ne comprends pas. Vous dormiez... C'était quoi votre quotidien de dormir comme ça? Et vos employés, ça se passait comment? Dormir comme ça, c'était comme si... Bon, comme si tout était renversé, comme si vous étiez en l'envers, quoi. Comme si vous étiez en l'envers. Certes, les employés appelaient, madame, c'est comment, madame, on fait comment, madame, j'ai besoin de marchandises, madame. Oh là là. Bon, il est vrai que de temps en temps, j'avais fait des petites formations, j'avais formé plusieurs personnes, donc je les envoyais chez des diverses personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai orientées chez d'autres personnes chez qui j'ai formé, qui peuvent trouver leur compte là-bas. Oui. Donc, pour éviter de déprimer, j'ai commencé à marcher. Un jour, oui, vous décidez de sortir. Je marche, j'arrive dans une rive toute vieille, non exploitée. C'est une berge de Vouri, quoi. Juste, on appelle ça comment? Juste, le nom m'échappe. Bon, c'est une berge du Vouri. À Bonabéry. Bonabéry, oui. Bonabéry. Oui. Bon, du coup, là, je demande, mais pourquoi il y a l'eau et l'eau passe, c'est juste une branche et on ne peut pas exploiter? Il y a des mamans qui me disent que non, ma fille, on peut exploiter. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais les pirogues passent là de temps en temps. Tu peux t'arranger avec des piroguiers qui vont s'arrêter. Et c'est là que je me suis lancée. Étant encore dans la rue? Oui. Vous étiez encore dans la rue? Effectivement. Vous avez décidé de vous reprendre en main? Oui. Et ça va? J'essaye de me battre. Oui, je ne peux pas dire ça va. Parce que ce n'est pas tous les jours quand même qu'on a peut-être la clientèle, que le pêcheur vient avec le poisson. Mais vous, par contre, vous vous êtes reconverti, ça c'est important. Oui, je suis reconvertie. En quoi? Parce que je faisais pas... parce que en même temps le poisson, en même temps le traiteur. Oui, mais c'est pas ce que j'ai appris en fait. C'est pas ce que j'ai appris. Parce qu'en temps normal, je suis aide-soignante. Oui, et ayant fait pratiquement 10 ans en pharmacie, je quitte de la pharmacie, je fais 10 ans en station-service en tant que sous-gérante à Libya. Voilà. Après, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, effectivement. D'accord. Bah, on est dans un autre cas de figure. Oui. Et ici, ça devient intéressant parce que là, la cause de la faillite est exogène. C'est-à-dire, ce n'est pas trop de sa faute. C'est-à-dire, là, on décide sûrement de déguerpir parce que peut-être elle a investi dans un endroit où l'État décide. Donc, et là, ce qui devient intéressant, c'est qu'elle va vite rebondir. Parce qu'elle a d'abord des drames personnels, c'est la perte des êtres chers, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. Vous avez vu un matin, vous vous réveillez, premier truc, peut-être vous, à la douche, vous glissez un peu, vous avez mal, et puis vous démarrez votre voiture,
une moto cogne, mais ça ne veut même pas démarrer, ça embête. Et puis vous dites, vous allez prendre une moto, et puis vers le rond-point, c'est-à-dire la loi, la série. C'est valable aussi pour tout ce qui est positif. Quand les choses commencent à marcher, vous avez l'impression. C'est pour ça qu'il faut avoir un état d'esprit pour mettre un stop rapidement. C'est-à-dire pour arrêter la série noire. C'est-à-dire, et là, c'est beaucoup plus maintenant au niveau du mindset, c'est le mental. Et on verra que quand c'est les facteurs exogènes, ça devient intéressant parce qu'on n'a pas trop de sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, oui, on se dit, bon... Il n'y a pas de si je savais, j'aurais pas dû. C'est la force du destin, on peut rapidement se réfugier, même sur la spiritualité, en disant, bon voilà, ça ne peut être effectivement. Voilà. Et par rapport au cas de ma soeur, où on s'est dit, ah oui, il fallait... Là, on peut accuser le blame game, si tu avais écouté. Mais pour son cas, elle s'est dit, bon Dieu, c'est pour ça qu'elle dort, elle est même mordue par le serpent, elle ne meurt pas. Donc, parce que là aussi, je pense qu'elle est très forte sur le plan mental. Et je pense qu'elle doit être une personne aussi peut-être assez spirituelle. Parce que là, quand on accepte, parce que si on reste dans le déni, elle n'est pas dans le déni, c'est-à-dire elle a accepté. C'est 2 mois, c'est vrai, 2 mois, peut-être c'est 2 ans, parce que c'est incroyable, ça doit être terrible à Douala. Là, les moustiques, les intempéries. Oui, c'est. Avec toutes ces affaires. Oui. Mais je pense aussi ce qui est intéressant, c'est le regard des autres ne tape pas beaucoup, parce que quand tout à l'heure en salle, je pense que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité en termes de self-confidence. Donc du coup le regard des autres, parce qu'il y a des personnes fragiles, tout le monde ne manage pas l'échec de la même façon. Il y a des personnes face à l'échec, c'est un drame. D'autres face à l'échec, il y a l'impression que, comme là on peut croire qu'elle raconte des histoires, pourtant on sait que tu as préparé l'émission. Oui, c'est-à-dire on ne va même pas croire. Elle est belle, elle a le sourire, elle est bien là, on se dit mais non. Et là, c'est parce que sur le plan du mental, c'est vraiment une vraie c'est une femme d'impact, comme j'aime dire. Et ça, félicitations aussi. Donc, on voit que les personnalités sont différentes. Alors, avant de rentrer dans les débats de ce soir, qui est comment éviter la faillite en entrepreneuriat, ou bien comment faire lorsqu'on a fait faillite, est-ce que vous avez autre chose, des aspects à rajouter, Adèle d'abord, qu'on n'a pas mentionné? En fait, ce que je voulais... Dans cette dégringolade-là. Ok. En fait, ce que je voulais rappeler sur mon cas, c'est que, comme monsieur dit, il comprend parfaitement, en fait. Et aussi, j'aimerais dire que la faillite, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et c'est pas des accusations. Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes remise déjà? Est-ce que vous êtes reconvertie? Qu'est-ce que vous faites? Bon, en fait, je ne me suis pas reconvertie dans le même... Je peux pas dire... J'ai laissé complètement la boulangerie, étant donné qu'avec les enfants, et il n'y avait pas de moyens pour chercher une ménagère. On a conservé nos clients. Parce que quand vous avez les boulangers, vous avez les livreurs et vous avez les clients maison. Donc, monsieur va faire le clando avec sa voiture. Moi, je gère notre clientèle. Donc, on sort de la maison à 4 heures. Je pars livrer. Et puis, à 17 heures, je pars faire le recouvrement. Et les enfants sont où pendant ce temps? Bon, les enfants, mon aîné, il se charge d'aller à l'école avec ses petits frères. Et le bébé, votre maman vous donne aussi un coup de main. Oui. Pourquoi vous n'avez pas parlé de votre maman? Parce que moi, j'attendais cette partie-là. En fait, j'ai la dernière qui est encore bébé. Bon, j'ai demandé à ma mère, elle a pris le bébé. Parce qu'avec l'activité sortie à 4 heures, automatiquement, il fallait avoir une nounou. C'est drastique. Obligée de l'envoyer, alors d'envoyer le bébé chez la maman. Elle s'appelle comment, maman? Madame Fosso. Vous l'appelez pas Madame Fosso? Elle s'appelle comment? Mort pour Régine, épouse Fosso. Bah, dites-lui merci à la télé. Merci maman, je t'aime très fort. Non, c'est merci pour me faire plaisir. Elle ne veut pas convaincre. Je pense qu'il y a un peu de pudeur, mais tu sens qu'elle est... Il y a la gratitude. Oui. Bah, dites-lui à elle, maman, à la télé. En fait, elle sait tout l'amour que je porte pour elle. Parce que si je vais évaluer, mettons au moins 35 000 pour une nounou qui doit prendre soin de ma fille, c'est énorme. Dis-lui merci à la télé, on évolue. C'est parce que tu sais que je n'ai pas, mais je sais que tu connais ce qui est dans mon cœur en fait. Ok. Oui. Donc il y a ça, vous vous rendez compte, avec le mari, ils sont super organisés dans leur couple. Oui. Ils sortent à 4 heures, pendant qu'elle va faire livraison de pain.
lui, il va faire le clando. Après, en journée, elle fait ses formations. Parce que vous faites des formations? Oui, j'ai fait des formations parce que je suis des formations en ligne. Vous suivez des formations? Oui, je suis des formations en ligne. Et quand je suis à la maison, quand les enfants vont à l'école, je peux comporter tous mes produits. Et en même temps, c'est vous qui faites le ménage, c'est vous qui... Oui, parce que ça, c'est important de le rappeler, ce sont des femmes qu'on a sur ce plateau. Non, c'est respect et admiration. Oui. Oui. Non, là, présentement, je n'ai plus de domestique, j'ai plus de ménagère, j'ai plus de nounou. Je fais tout à la maison, je regarde mon mari, mes enfants, je fais à manger, je fais la lessive. Est-ce qu'il vous dit des fois bravo? Vous savez, les hommes avec l'orgueil, c'est pas aussi... Il s'appelle comment d'abord? Taille Cyril. Cyril, il faut dire merci à madame quand même, hein, elle sera de retour. Et ça, c'est important. Il faut écouter aussi madame. Oui, Cyril. Hein. Alors, et vous, comment, où est-ce que vous en êtes au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez remonté, racheté un autre terrain? Parce que j'étais quand même propriétaire de 1500 mètres carrés. C'est énorme. Hein? Vous savez, Douala n'est pas facile. Et mon époux étant informaticien, ça ne paye pas comme ça payait avant, quoi. Donc aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie et lui, c'est un ancien de sage, en fait. Donc oui, il faut se recycler tout le temps et tout. Bon, le travail qu'il avait l'habitude de prendre peut-être à 500 000, aujourd'hui, quelqu'un peut le faire pratiquement à 50 000, ce qui ne donne pas pratiquement tout. Bon, ce qui fait que lorsque moi je sors généralement pour aller chercher le poisson, 4 heures, parfois 3h30, hein, parce qu'il y a aussi des Nigériens avec qui on traite souvent, quand ils quittent du Cap là-bas pour arriver ici, il faut que tu le reçoives rapidement, tu récupères et ça dépend de la clientèle que j'aurai, si c'est le traiteur ou bien si je vais revendre sur place. Ok, ce qui fait que lui particulièrement se lève le matin. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà fait le petit déjeuner, c'est toujours lui qui fait le petit déjeuner pour ses enfants. Donc, c'est un homme exceptionnel. Oui, ça c'est... Monsieur Coman est toujours sollicité sur son téléphone pendant qu'on parle, il n'est pas des fois. Donc lui, je ne sais pas si j'ai déjà fait le petit déjeuner en réalité pour ceux qui partent à l'école le matin, parce que c'est lui qui le fait. Oui, c'est toujours lui. Les enfants, de tous les enfants et tout ça. Oui, pour tous les enfants. Tous les enfants. Comment? Yonin Tchakam Bernard. Vous lui dites sa gratitude à la télé? Vous exprimez votre gratitude à la télé? Ah ben il sait, je lui dis merci tous les jours. À la télévision. Vous êtes à la télé en direct. Un gros merci à monsieur Yoni. Vous l'appelez monsieur? Monsieur. Appelez-le comme vous avez l'habitude de l'appeler. Bon, j'ai l'habitude de l'appeler Tapi. Bah, dites-lui. Il vous regarde. Tapi, j'espère que tu regardes. Un coucou à toi et je sais que tu es toujours là pour moi et mes enfants. Ça, je le sais. Et bon, si ça pouvait continuer comme ça. Un gros merci. Voilà. Alors, on va prendre la transition et puis juste derrière, on va rentrer dans ce qui est un peu l'enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Alors, on va y aller au pas de course, parce qu'il y a beaucoup de terminologies qu'on devrait savoir. Qu'est-ce que c'est déjà d'abord l'entrepreneuriat? On a beaucoup de questions, s'il vous plaît. Du moins, entreprendre, c'est tout simplement identifier un besoin et apporter des solutions à ces besoins-là. Et les transformer maintenant en activité génératrice de revenus. C'est ça, entreprendre. Donc, un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. Et qu'est-ce que c'est faire faillite? À quel moment on parle de faire faillite? On parle de faire faillite quand on est en cessation de paiement. Et on verra, c'est beaucoup plus dans les organisations, beaucoup plus formelles. C'est pour ça qu'il y a un papier, un registre de commerce, donc voilà, le contrebia, tout. En fait, c'est-à-dire, c'est quand tout ce qui est actif, c'est-à-dire vos entrées, vous faites la somme de ces entrées par rapport à vos dettes, vos revenus par rapport aux dettes. C'est-à-dire, même si on vous payait, si vous avez tous les revenus par rapport aux dettes, il n'y a pas match. C'est-à-dire, ça ne va pas donner. À partir de là, c'est-à-dire, vous regardez ce que vous avez à la banque, vous regardez les fournisseurs, les salaires, le bailleur et tout. Quand vous faites l'équation, ça ne donne pas. Même si on emprunte une dizaine, à partir de là, c'est clair qu'il faut faire faillite. Mais je dis, c'est un acte juridique. Dans la plupart du temps, il faut, parce que sinon, quand il faut revenir, l'État peut dire attention, l'entreprise existait. Et là,
on fait payer les anniversaires. Au même titre qu'on est, il y a l'acte de naissance, il y a aussi l'acte de décès. Vous l'avez fait, vous, dans votre cas? Ça dépend si elle était formelle ou informelle. Formelle. Ah, formelle. Oui, puisque c'est quand même 1500 mètres carrés. C'est bien formel. Et ça a été fait? Oui, mon mari l'a fait. Ok, c'est puisque, en fait, il est mon informaticien, mon comptable aussi. Ouais, voilà. D'accord. Alors, comment... quelles sont les causes de la faillite? Comme on a dit, il y a deux, et ça, on a les deux exemples, on voit clairement, et je voudrais encore remercier ces 20 dames qui ont accepté de témoigner. Alors, il y a des facteurs purement internes. Et ces facteurs internes, ça peut être quoi? Ça peut être des fautes de gestion, ça peut être des erreurs de choix stratégiques, ça peut être même le modèle économique qui n'est pas un modèle adapté. Ça peut être le fait aussi que les recrutements, le personnel n'est pas engagé, n'est pas compétent. Ça peut être aussi le fait que peut-être la concurrence est là maintenant sur le marché. C'est-à-dire la concurrence est rude et tout. Ça peut être le fait que le dirigeant lui-même a un souci de compétence. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais c'est une aventure difficile. C'est-à-dire, la plupart du temps, on entreprend parce qu'on a essayé de faire le concours, ça a raté, on a essayé de voyager, on n'a pas pu. Maintenant, on dit on va faire par défaut. Et ouais, par défaut, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit c'est le provisoire. Il n'y a rien de dangereux comme un provisoire qui devient définitif. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut toujours entreprendre par vocation et par passion. Quand on est extrêmement passionné, malgré les difficultés, on va s'en sortir. Maintenant, on a le deuxième facteur qui peut être les facteurs qui ne dépendent pas de nous, les facteurs externes. Ça peut être une crise, voilà, comme la crise Nosso. Moi, personnellement, après 20 ans, je suis parti du sud-ouest, de Boya. Ah oui, après 20 ans, il fallait partir. Donc, il y a des facteurs qui ne dépendent pas. Une crise, une conjoncture, un incendie, une catastrophe, ou bien peut-être une route doit passer, l'État dit donc. Là, ça ne dépend pas de nous. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent... Mais une chose est sûre, maintenant, il y a la personnalité des entrepreneurs ou des personnes victimes qui dépendent. Donc, par rapport, si vous avez une personnalité forte, vous avez la confiance en vous, vous avez travaillé votre leadership, le choc peut être mieux absorbé. Donc, c'est comme sur le plan émotionnel. C'est pour ça que j'aime parler des différentes dimensions. L'être humain, ce n'est pas une seule dimension. Il y a la dimension physique. Là, vous êtes dans la gestion. On n'a pas encore terminé avec... parce que l'enseignant est déjà... il refait surface. Moi, l'autre question que je m'avais posée, c'est comment on voit la faillite venir? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent. Je reçois beaucoup de messages. Il y a des entrepreneurs qui nous regardent. Comment est-ce qu'on voit la faillite arriver? Le premier signal, c'est que le chiffre d'affaires baisse et qu'on a des fins du mois difficiles. Puisqu'un chef d'entreprise, c'est quoi? Il y a des priorités. Le salaire, l'État et le loyer, le bail. Donc, il y a des charges fixes non négociables. Si tu as du mal à régler ça, c'est des petits signes. Autre signe qui peut arriver, c'est que les fournisseurs ne vous font plus confiance. Or, le capital le plus précieux d'un entrepreneur, c'est sa réputation. C'est-à-dire, si, comme là, on livrait, on donnait 1000 sacs. On dit, bon, peut-être tous les 15 jours, on vient. Et les 15 jours, le fournisseur vient, tu commences. Là, c'est pas bon. Et il y a aussi un autre signal, c'est quand vous n'êtes plus serein. C'est la santé. Il y a beaucoup d'anxiété. Vous n'êtes pas... Il y a beaucoup d'anxiété. C'est-à-dire, faire attention parce que là, on va voir que les entrepreneurs, rarement, ils partent à l'hôpital. Par rapport aux employés. Un employé, s'il est malade, naturellement, il part à l'hôpital. Mais un chef d'entreprise, un dirigeant, il est malade, rarement il part. Parce que, bon, il est à son propre compte, il est tout. Donc, du coup, il a du mal. Et malheureusement, souvent, le drame va arriver. On a vu aujourd'hui la santé mentale. C'est un gros sujet. Et après, on commence à dire qu'il a mis sa main quelque part, il a trempé. C'est faux. La santé mentale, on a la chance, ces deux dames étaient fortes. Mais ailleurs, ça peut aboutir à des choses, des grands drames. Donc, je pense que... Et ça, c'est des signaux qui montrent... Et puis, on peut aussi d'autres signaux, c'est que
de plus en plus, la famille fuit, les amis fuient. Là, c'est les signes extérieurs. Oui, vous êtes seul. Parce que finalement, c'est le dirigeant ou le créateur d'entreprise est quelqu'un qui est seul. C'est pour ça que j'encourage les dirigeants. Vous avez parlé de vos époux. Ton époux est toujours là, maman. On a le support system. Le support system, la famille n'est pas une mauvaise chose. Mais cependant, dans la famille, il faut choisir les meilleurs. Une entreprise familiale, les Samsung et tout, ne croyez pas les Michelin, c'est des entreprises familiales. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une perception négative de l'entreprise familiale. En disant, ah, la famille, non. Mais il faut, parce que dans la famille, s'il y a un cancre, tu ne l'amènes pas. Non, si tu veux un informaticien, il faut un neveu qui est compétent. Tu veux un stratège, tu veux un comptable. Si tu veux mais vraiment prends les meilleurs. Or, c'est l'erreur que la plupart du temps on fait en tant que dirigeant. On va prendre par rapport aux affinités, trop d'émotions, trop de sentiments, et on voit le drame arriver. Donc l'entreprise, c'est une activité froide. Il faut être vraiment rationnel. Il faut faire la part des choses. La philanthropie, c'est autre chose, mais l'entreprise, c'est vraiment la performance. Alors, vous avez parlé des différentes causes là, mais je ne vous ai pas beaucoup entendu parler des charges. Ça. Les salaires des employés qu'on ne commence pas à payer, les loyers, par exemple, qu'on ne va plus pouvoir payer, les factures de lumière, d'eau. On commence à dire, et là, c'est ce que j'appelle les grandes lignes. Pour eux, savent les dirigeants. Ces dirigeants savent qu'il y a déjà le salaire, c'est le top des tops. Mais quand tu comptes 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer, c'est en première ligne. En première ligne, il y a un souci. Maintenant, il y a l'État. Il faut payer les impôts, et ça. Parce qu'ils demandaient si c'était des entreprises formelles, ils ont dit oui. Ah, il faut. Ouais, après, vous allez nous dire comment est-ce qu'on fait pour juguler tout cela, que les impôts, qu'on s'entende avec les impôts et que ce soit pas, qu'on arrive aussi à gérer en interne. Alors l'autre question, c'est d'être accompagné par des fiscalistes. Il y a des fiscalistes parce qu'ils savent combien vous gagnez, ils se permettent de faire des bêtises. Ah bon? Elle a raison. Ah non, c'est pour être tombé sur des personnes malhonnêtes. Bah oui, c'est ce que je dis, parce qu'ils connaissent vos entrées. Oui, c'est dommage. Même l'idée que vous venez d'émettre là, moi j'ai demandé à mon comptable comme on a fait faillite, est-ce que tu as déclaré qu'on a fait faillite? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Mais vous êtes en train de me donner une idée là, que si l'État, parce que je suis enregistrée, l'État peut un jour m'appeler et me sommer. Oui. Bien sûr. Oui. Vous voyez aussi que dans l'entrepreneuriat aussi, on doit être éveillé. S'ils ne donnent pas les nouvelles, toi-même tu vas aux impôts. Bon, ça c'est quelque chose que je n'ai pas pensé. Éducation, c'est pour ça qu'on a l'impression. Et ça, l'entrepreneuriat n'est pas un accident de parcours. Même si peut-être on devient par défaut, il faut maintenant se professionnaliser. C'est-à-dire appartenir à des associations professionnelles. Il y a la chambre de commerce, il y a même en ligne, le GICAM, les patrons. Allez, et vraiment, il y a des conférences, des séminaires, soit même c'est gratuit. Allez-y et posez des questions. Il n'y a rien d'aussi dramatique qu'une personne qui ne pose pas de questions, qui ne demande pas de l'aide. Il faut demander de l'aide. Je vais profiter comme ça pour dire un merci particulier à monsieur qui est lobbyiste, à Rodrigue Sofo, qui est c'est un très bon conseiller quand il s'agit aussi de vous dire, voilà, de prendre des conseils par rapport à comment gérer efficacement aussi son entreprise. Vraiment, merci Rodrigue Sofo. Alors, comment éviter de faire faillite? On a encore une dizaine de minutes. Pour éviter de faire faillite, le dirigeant doit avoir un budget. Oui. Pour le cas de madame, là, c'était facteur, mais pour notre cas qui est une course vraiment interne, c'est d'avoir un budget. Or, la plupart du temps, on n'a pas de budget. On banalise, il faut avoir un budget. Il faut avoir un budget et être strict sur ce budget. 2, c'est d'avoir une bonne discipline financière. Oui. C'est-à-dire, ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. On le sait très bien. Donc, avoir vraiment une rigueur. 3e élément. C'est-à-dire quoi concrètement? En nous donnant des exemples. Est-ce que ça veut dire que quand on va prendre une tasse de café avec son partenaire d'affaires, il faut bien se dire que, ok, on l'a mis dans le budget de 500 francs. Oui. Écrire. Oui. Acheter un laptop. Se rassurer qu'on a acheté le laptop au nom de l'entreprise et non à son nom propre. Parce que tout ça, ça va aider. Il faut au nom de l'entreprise parce que souvent, d'abord, moi j'encourage la plupart, tous les jeunes qui viennent de moi, à être formels. Pas dans l'informel. Le formel, on ne s'en sort pas. Il faut être dans le formel. Alors, c'est-à-dire, si je prends un thé ou un café, c'est 1000 francs, il faut un reçu parce que ça entre dans les charges d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur. Il faut cette éducation. Maintenant, autre chose, vous allez à Yaoundé. Pourquoi je vais acheter la voiture
alors que je peux prendre la moto ou prendre un taxi. C'est quoi cette histoire de vivre au-dessus de ses moyens? Il y a trop de paraître. Il ne faut pas être dans le paraître. Aujourd'hui, on voit les deux dames, elles sont battues, elles sont tombées. Vous avez vu à 3 h du matin, à 4 h. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas le bling-bling, ce n'est pas faire plaisir, qu'est-ce qu'on va dire, si on... Non. Alors, la plupart du temps, c'est vraiment si j'ai décidé que mon salaire, parce que se donner un salaire, que mon salaire est de 50 000 francs CFA, je me paye ce salaire 50 francs. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires, parce qu'on a les fournisseurs qui nous donnent à crédit. Est-ce que vous avez fait ça, ce qu'il dit là, tout ce qu'il a dit, mesdames? Oui, vous le faisiez. Ah, vous le faisiez aussi, vous étiez strict? J'étais vraiment strict parce que pardon. Oui, rapidement. Mon ancien patron m'avait carrément formé dans ça. Puisque être sous-gérant n'est pas facile, il faudrait qu'il soit strict. Ça veut dire, il te dit, tu payes le BIC. Comme tu payes le taxi pour aller payer le BIC, tu viens, tu écris. J'ai pris le taxi 250, j'ai payé le BIC 150. Et ça entre dans un rapport journalier. Entièrement. C'est-à-dire, s'il faut faire quelque chose hors, tu le fais de ta poche. D'accord. Il faut être très rigoureux. Si tu n'es pas rigoureux, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il y a tout ce qui est finance personnelle. Et comme je dis, parce que sinon, le fait de voir, j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000. Comme elle dit en boutique, peut-être dans les 100 000, tu as 10 000. Justement. Parce qu'en boutique, l'épicerie, il n'y a pas... Il n'y a pas trop. Les marges sont... Le chiffre est là, mais la marge est très petite. Donc, à partir de là, elle sait que je joue sur 10 000. Et je suis strict. Si on vient maintenant, aller me dire, ma soeur, ma copine, comme tu vois, vraiment, lance-moi et tout, 5 000. Non, maman, j'avais prévu. Voilà, t'es 500. Et donc, il y a ça. Autre élément qui peut causer la faillite, c'est le fait que le modèle économique ne soit pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert un supermarché, ou bien un mini supermarché. On regarde à côté, on dit non, je veux aussi ouvrir. Non. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est une vision. C'est une vision qui après se transforme en un projet rédigé, bien documenté. Il ne faut pas le copier-coller. On a ouvert une télé, j'ouvre aussi une télé. Et ça... On avait une radio, j'ouvre aussi une radio. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut faire attention, il faut mûrir son projet, ne pas se lancer par mimétisme et tout. Et la plupart du temps, il y a des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs vraiment aventuriers. Et là, c'est clair que le projet, mais quand même, eux, c'était 10 ans. Non, 14 ans. 14 ans avant que le projet. Et c'est pour ça que l'autre élément essentiel, je vais voir peut-être si Annie va poser la question, c'est de dire les leçons qu'on tire, comment... On rebondit, oui, c'est la dernière question, parce qu'il y a une autre question. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça, ils ne nous ont pas dit si elles ont pris des crédits. On fera une autre émission sur les levées de fonds, qui est d'actualité d'ailleurs. La levée de fonds, c'est d'actualité, on va en parler dans le cadre d'une prochaine émission. Les prêts. Moi, comment ça se passe avec les prêts? J'encourage les entrepreneurs à travailler sur fonds propres, dans l'épargne. L'épargne, c'est l'élément le plus sûr, l'épargne. Si vous êtes encore peut-être en paix, c'est parce que peut-être le niveau de dette, il y a un niveau de dette tel que peut-être vous pourrez aller en prison. Parce qu'il y a un... Oui, vous pouvez être engagé, aller en prison, on peut aller en prison. Donc, il faut faire attention. Moi, je continue à penser sur peut-être l'école, l'ancienne école, c'est les fonds propres. J'épargne. Moi, mon cas, j'ai d'abord fait l'entreprise, j'ai épargné et je me suis mis en propre compte. J'évite au maximum. D'accord, donc vous avez fait l'entreprise. Pas de possible que vous compreniez. Donc vous avez fait l'entreprise, donc vous avez fait vos papiers, normalement. Non, c'est-à-dire, non, j'ai d'abord travaillé en entreprise. D'accord. Avant de décider de me mettre mon propre compte. Donc je n'ai pas lancé mon entreprise avec, en levant les fonds, en prenant l'argent à la banque. Non, c'est sous fonds propres. Ça fait que, et quand on est dans cette démarche, vous allez voir que le rapport à l'argent, vous allez faire attention avec l'argent des autres. Vous n'allez pas, mes banquiers m'appellent chaque fois. Est-ce que tu ne veux pas? Moi, on m'appelle. Bon, c'est la crédibilité de mon entreprise et tout, mais je ne prends pas si je ne veux pas prendre s'il n'y a pas besoin. Donc, souvent, il y a aussi des financements qu'on prend ou des tontines qu'on bouffe. Après, on dit c'est la sorcellerie. Je ne crois pas trop, mais c'est le fait qu'on a pris, parce qu'il y a eu l'argent, tu as pris. Si tu prends l'argent alors que tu n'avais pas quoi faire, il faut investir. Et tu vas t'acheter une voiture. Une voiture. Ou quelqu'un qui part prendre. Bien, tu vas aller à Denver. À Denver. C'est incroyable. Non. Il faut. Moi, je pense que la discipline financière, ce qu'on appelle la finance personnelle, pour moi, c'est le chantier le plus important des entrepreneurs. Comment gérer l'argent? Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Pas d'école de commerce, on apprend. Et les meilleurs entrepreneurs sont ceux-là qui ont su gérer l'argent. Si tu connais gérer l'argent, on voit tous les cas.
Il faut savoir gérer l'argent. Malheureusement, ça Mais après, avant de poser la question de comment est-ce qu'on se réinvente et tout ça, vous n'allez pas nous dire, Roland Kouemen, que on est chef d'entreprise, on a des entreprises qui roulent en voiture et on va pas rouler en voiture, on va emprunter le Benskin parce qu'on a une certaine... Alors là... Parlons de cela. Parce que vous allez créer une entreprise, il y a des coachs qui vous disent que non, comme tu es chef d'entreprise, il faut te faire des cartes de visite, il faut que tu fasses des logos, il faut que tu fasses... Le paraître. Non, il faut comment ça se passe? Moi, je vais être totalement découragé. Je pense qu'il faut être vrai, il faut être authentique. Il ne faut pas être... il ne faut pas paraître. Il faut être. Le être est plus puissant que le paraître. Ça veut dire quoi? Maintenant, si la voiture est un instrument de production, oui. Exactement. Mais si c'est que le taxi, je peux, tu attends. Alors moi, j'ai eu la voiture, parce qu'il faut témoigner, après près de 7 ans, de chef d'entreprise, 7-8 ans. Aujourd'hui, ça va faire plus de 25 ans que je suis à mon propre compte. Donc, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, je peux prendre un taxi pour venir à l'émission. Ça ne retient à rien. Qui vous êtes? Oui, ça dit, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le complexe d'infériorité. Claire. Quand vous avez écouté cette dame. Non, mais ils vous disent que ce ne serait pas bien qu'un investisseur vous voie arriver dans le taxi. En fait, non. Aussi, madame Aujourd'hui, même pour faire des livraisons, je pars en moto. Voilà. J'ai dit, je pars en moto. Oui. Il faudrait aussi rappeler que si je suis présente debout devant vous aujourd'hui, c'est parce que quand Dieu m'a béni, je n'ai pas fait le paraître. Parce qu'il faudrait rappeler aussi, quand vous faites le paraître, si vous chutez, ça va être très grave. Parce que c'est honteux. Et après, là, vous allez comprendre, il est mort. Parce que vous n'avez pas supporté. Je vais vous dire deux dames, peut-être c'était pas dans... Alors, allez, est-ce que c'est que... Et j'ai voulu poser j'ai pas posé la question aux deux dames, parce que j'ai vu que c'est... Parce que c'est moi qui pose les questions ici. En plus, c'était pas pertinent, j'ai vu que c'était pas... Oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui vous a le plus blessé dans ce processus, dans cette mésaventure? Qu'est-ce qui vous a le plus fait mal? J'aide un peu à... Vous allez voir. C'est pour aider les téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce qui vous aura dérangé, qui vous a le plus fait mal justement dans cette faillite-là? C'était de perdre mon business. Ok, perdre le business. Et vous, c'était? En fait, chez moi, perdre le business, mais c'est parce que je n'avais pas atteint mes objectifs. En fait, j'ai été déçue. En fait. Il n'y a pas le regard de l'autre. Tu as vu? C'est ton... Oui. Je veux vous applaudir pour vous. Oui. Alors, je lis rapidement... Qu'est-ce qui peut... Le drame, c'est le regard des autres. Pourquoi on va vivre par rapport aux autres? C'est pour ça qu'ils vont rebondir. Le problème, c'est que si tu es chuté, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire quoi? C'était quoi? Quel est leur problème? Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouais, quand on vit, c'est dit, voilà, on a peur de l'échec. On a peur de l'échec, alors que l'échec doit être intégré. C'est le jumeau du succès. Ils marchent ensemble. Et ne pas vivre par rapport aux autres pour éviter tout ce qui est paraître. C'est bling bling. Alors, bientôt, vous allez répondre à la question de comment est-ce qu'on se réinvente, parce que malheureusement, on est en train de terminer. Ouais. Il y a Thierry Mbougnon qui nous dit, je félicite beaucoup cette femme de la boulangerie, elle a du courage pour bien réussir en entrepreneuriat. La première des choses, selon moi, c'est l'élaboration du manuel des procédures et être accompagné par un bon comptable fiscaliste. Ça, on l'a dit aussi. Vous aussi, vous pouvez poster votre commentaire sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez sur Facebook Intime Conviction au pluriel. Et puis, il y a ces réactions que je m'en vais lire rapidement. Intime Conviction, bonsoir le plateau. Merci pour cette émission ce soir. Ça, c'est Greg Aïssou qui le dit. Il y a Yves le 10 Kwasi qui nous dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui. Personnellement, j'ai été victime, bien sûr, que c'était très difficile, mais cela m'a permis de comprendre la vraie vie et de savoir que le succès a des amis, des parents, des frères, mais l'échec est un orphelin. Et puis, il y a Moïse Ngalé, bon, c'est quand même long votre message, Moïse Ngalé. La création d'une entreprise, c'est comme aller signer l'acte de mariage à la mairie. Si on restait dans cette métaphore, comment se reconstruire après un divorce? C'est le même mécanisme de reconstruction qui s'applique lorsque la faillite nous touche. Première règle, il ne faut pas avoir peur de tout recommencer. Deuxième, il faut faire une analyse à 360 degrés pour voir ce qui s'est passé. L'analyse causale. Voilà, troisième point, capitaliser sur ce qui a marché pour recommencer en y ajoutant de nouveaux éléments. 4, penser à intégrer un plan de secours si jamais des complications surviennent. Et puis, bah voilà. Alors, moi, comment est-ce qu'on rebondit après l'échec? Il a tout dit. Bon, mais là, il faut que le cerf nous le dise aussi. Comment on rebondit? C'est rapidement sortir du déni. On n'est pas dans le déni. C'est-à-dire accepter que, voilà, on a échoué, que ça fait partie. On est des êtres humains. Hein, on est faillible.
On n'est pas Dieu, donc ça peut arriver. Et deuxièmement, c'est de demander de l'aide. Oui, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Mais à qui? Pas à n'importe qui. Parce que si vous racontez à la mauvaise... Non, demander de l'aide, il y a des institutions. L'aide n'est pas forcément financière. Pour le cas, est-ce qu'on fait une analyse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, vous avez suivi pas de manière procédure. Donc, rapidement, si vous avez le format, il faut restructurer le projet. Vous avez suivi. Ce n'est pas forcément financier. C'est-à-dire, autre chose, c'est demander l'aide, c'est-à-dire on peut se former. Exactement. Pourquoi est-ce que je dois toujours recruter alors que je peux faire? Il y a certaines choses que je peux faire. Moi, par exemple, j'ai dit toujours aux dirigeants d'avoir une maîtrise sur les finances. Je dis même des entreprises. J'accompagne les plus grosses entreprises. Mais un dirigeant qui ne peut pas lire un bilan, moi j'ai un problème. Il faut que le financier vienne te raconter. Tu dis non. Je dis pas à des niveaux où, donc ça veut dire que le dirigeant doit aller à l'école. Il peut être puissant ingénieur, il ne maîtrise rien en finance, mais il dit il y a deux pans. Il y a les finances. Il faut connaître les finances. Ah bon? Et finances. Ça prend du temps d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le temps. Non, il faut aller. Sinon, on va te faire des horloges, comme on dit au quartier. Ah oui. Et c'est-à-dire un dirigeant qui peut aller un bilan. Non, va apprendre. Je ne demande pas que tu deviennes expert comptable. Non, mais apprends. Quand ton gars vient. Mais même si on n'est pas allé à l'école, c'est facile d'apprendre les mathématiques. On appelle ça finance ou non-finance. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'école. Non, il faut. C'est ce que je dis à tous les non, ma question c'est si le dirigeant n'est pas instruit, n'est pas allé à l'école, est-ce que c'est possible de comprendre dans ce cas, il y a ce qu'on appelle maintenant ton partenaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les couples. Je connais un jeune, je souhaiterais qu'il vienne à cette émission d'ailleurs. Lui, c'est sa femme. Il est dans le café et tout. Ils sont à deux. Son épouse est. Donc, la complémentarité. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on soit dans la complémentarité et non la compétition. Soit vraiment en complémentarité. On a vu les deux dames remercier leur époux. Elle, époux et maman, dans la complémentarité. Autre élément assez essentiel pour rebondir, ça sera tout simplement de tirer des leçons. De se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, fait une analyse vraiment causale froide. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On regarde. Et c'est de se dire aussi que l'être humain, et c'est ce que je voulais dire, a plusieurs dimensions. Là, on marche depuis sur un pied, qui est la carrière, pour vous les entrepreneurs. Mais il y a un deuxième pilier essentiel, c'est la famille. Et vous avez vu, vous avez rebondi parce que, voilà, il y a des hommes, il y a les enfants, il y a maman dans la famille. Troisième, il y a aussi les amis. Si vous avez de bons amis, il y a des amis qui dépassent les frères et sœurs. Donc, c'est ça qu'il faut prier pour avoir la grâce d'avoir de bons amis. Quatrième, c'est la communauté. Si vous avez fait des business, vous étiez impliqué dans cette communauté, vous avez investi dans cette communauté, la communauté en retour peut vous soutenir. Et cinquième, la spiritualité. On n'a pas beaucoup parlé. La place de Dieu dans tout ça. Toutes les visions sont inspirées par Dieu. Je suis désolé. Et quand il est au centre de votre entreprise, je vous assure, la carrière peut monter, descendre, la famille peut, les amis peuvent vous trahir, la communauté peut être ingrate, mais votre créateur ne va jamais vous abandonner. Donc mettre Dieu au centre. Et rester confiant. Et c'est si bien dit. Mais sauf que, l'autre question, la question qui fait peur, à quel moment est-ce qu'on s'est dit qu'il faut déposer les clés? Oui. Soi-même. Donc il faut, c'est chaud là, il faut déposer. Moi je pense parce qu'elle a eu ce cas. C'est quand la santé commence à prendre un coup. Parce qu'on ne peut pas laisser sa vie au nom de l'entreprise. C'est-à-dire quand on commence à avoir des soucis de santé. Ça veut dire que là, ça atteint un niveau... C'est-à-dire quand l'entreprise devient une source de maladies. C'est-à-dire que c'est palpitations, AVC... Normalement, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut lâcher, il faut choisir ses combats. On peut lâcher pour rebondir. Dans le choix des combats. Lâcher prise. Lâcher prise, il faut lâcher prise. Déposer le bilan et recommencer une nouvelle entreprise. Et recommencer. Une nouvelle entreprise. Quitter même carrément le secteur. Ça peut être le fait même que ça ne marche plus. On a vu avec Covid. Quand Covid, il y a des secteurs qui ont été décimés. Et les gens sont réinventés. Tu ne restes pas sur un projet alors que ça ne marche plus. Voilà, un moment tu lâches. Tu refais autre chose. Je connais une personne qui a ouvert un restaurant, c'est d'où après, tranquillement, elle a fermé tranquillement parce que c'était chaud là. C'est comme si je connais aussi cette personne. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'était merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est terminé, malheureusement. Il y a des questions qui arrivent. Il y a Youssef Mbala qui a, depuis Bertois, qui envoie. C'est plus possible, c'est terminé, malheureusement. Le temps passe tellement vite. Merci, Adèle, d'être. Nadège, qu'est-ce que j'ai avec Adèle, d'être passé par ici. Merci.
d'avoir témoigné même à cœur ouvert. Ouais. Merci. Et puis à vous aussi, toujours en train de sourire. Je sais pas ce qui se passe de beau en ce moment dans votre vie là. Merci aussi d'être passé par ici. Merci. Voilà, bonsoir particulier à Stéphanie Fomété qui nous regarde aussi en ce moment. C'est terminé pour cette édition. J'ai vu un Donald Jacet très concentré à vous écouter ce soir. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est terminé pour ce soir. On aura la possibilité de faire une autre émission sur les levées de fonds. Qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de levées de fonds. Les jeunes entrepreneurs, ils vous disent que il faut lever les fonds pour tel ou tel autre projet. On va en parler dans une prochaine édition. Si M. Kwame Roland nous garantit qu'il sera partie des panélistes officiellement, vous me promettez d'être là? Vous me piégez en direct. En plus, l'émission, c'est en direct. Oui. Est-ce qu'on peut dire non, Aline? Est-ce que avec ton visage dans Merci. C'est terminé. Okay. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres.